Nous avons des informations de dernière minute concernant la recherche d'Emmanuel Arrow et l'affaire contre ses parents. Il est approprié de tenir une conférence de presse parce que ce sont les prévenus dans cette affaire qui ont tenu une conférence de presse en premier. Et ils l'ont fait afin de dire au public, aux médias et, en fin de compte, aux forces de l'ordre que leur enfant avait été enlevé, alors qu'en réalité, ce n'est pas ce qui s'est passé. Les autorités ont organisé mercredi leur première conférence de presse depuis la diffusion télévisée des Arrows, le 14 août désormais reconnue comme mensongère. Je l'ai sorti du siège auto. Et il l'a allongé et a dit qu'il préparait ses couches. Et quelqu'un a dit « Oh là, c'est tout ce dont je me souviens !» Il y a aussi un rapport qui dit que le père Jake Arrow s'est écarté de la version que lui et sa femme donnaient au public et qu'il a avoué en prison. Et en plus de cela, le procureur dit que Jake Arrow aurait dû être en prison. Il évoque la clémence d'un juge dans une autre affaire de maltraitance d'enfants qui aurait peut-être évité la mort d'Emmanuel. Nous couvrons l'affaire sur Law & Crime, je suis Chris Stewart. Nous avons d'importantes mises à jour à vous communiquer aujourd'hui sur l'affaire Emmanuel Arrow. Le procureur du comté de Riverside a déclaré qu'il a une idée de l'endroit où se trouve le corps d'Emmanuel Arrow. Et il a également une idée de ce qui est arrivé à Emmanuel Arrow, prétendument aux mains de ses parents. Le procureur, Michael Estron, a donné une conférence de presse mercredi avec les forces de l'ordre impliquées. Et non seulement nous avons appris davantage sur la recherche d'Emmanuel et sur l'affaire contre ses parents, mais nous avons aussi découvert plus d'informations sur une précédente affaire de maltraitance d'enfants impliquant Jake Arrow, qui remonte à 2018. Et le procureur n'a pas hésité à dire que le juge avait accordé une faveur à Arrow et que c'était une mauvaise décision. Avant d'aborder cette partie de l'histoire, voici les dernières nouvelles sur la recherche d'Emmanuel Arrow et l'affaire concernant ses parents. Selon News Nation, voici une vidéo de Jake et Rebecca Arrow au tribunal mardi. Ils sont officiellement accusés du meurtre de leur fils de 7 mois. Leur audience mardi a été brève, sans qu'ils ne s'expriment. Ils sont restés impassibles et n'ont pas plaidé. Ils devraient être formellement inculpés la semaine prochaine, le 4 septembre. Nous avons appris hier, dans la plainte pénale que nous avons reçue, que les forces de l'ordre pensent qu'Emmanuel Arrow est décédé dès le 5 août ou autour de cette date. 9 jours avant, ses parents passent sur KABC, affirmant que Rebecca Arrow a été agressée et qu'Emmanuel a été enlevé sur un parking à Yacapa, Californie. Je l'ai sorti du siège auto. Et il l'a allongé et a dit que je pouvais préparer ses couches. Et quelqu'un a dit « Oh là, c'est tout ce dont je me souviens !» Celui qui a pris notre fils. S'il vous plaît, rendez-le-nous. Jake et Rebecca Arrow sont également accusés d'un crime pour avoir déposé un faux rapport. Les forces de l'ordre ont affirmé avoir su en moins de 24 heures que l'histoire des Arrow était, selon eux, fausse. Une information majeure de la conférence de presse d'aujourd'hui a été lorsque le procureur du comté de Riverside a été interrogé s'il avait une idée de l'endroit où se trouvent les restes du bébé Emmanuel. Ceci provient de News Nation. Oui, nous avons une indication assez forte de l'endroit où se trouvent les restes du bébé Emmanuel. Donc, cette enquête est en cours pour le moment. Le procureur du district n'a pas voulu donner plus de détails sur l'endroit en question et il n'a pas clairement dit qu'il savait où se trouvent les restes d'Emmanuel. Vous vous souvenez sans doute de l'image diffusée par KABC montrant Jake Arrow avec des adjoints du shérif au bord d'une autoroute à environ 35 km de chez lui dimanche. Les restes d'Emmanuel n'avaient pas été retrouvés à ce moment-là. Lorsqu'on lui a demandé ce qui s'était passé pendant cette recherche et pourquoi Jake Arrow se trouvait là-bas, le shérif du comté de San Bernardino a déclaré qu'ils obtenaient un certain niveau de coopération de la part du suspect, mais il n'a pas donné plus de détails. Mais aujourd'hui, un rapport choc a été publié selon la fondation Uvalde pour les enfants. C'est une organisation à but non lucratif qui aidait à l'origine dans la recherche d'Emmanuel Arrow. Et aussi nous ont dit déjà qu'ils ont appris que Jake Arrow a avoué alors qu'il était en prison. Arrow aurait avoué à un informateur de Perkins. C'est un agent des forces de l'ordre infiltré qui se fait passer pour un codétenu. Nous essayons maintenant d'obtenir un commentaire des forces de l'ordre à ce sujet et de confirmer s'ils nous diront si Jake a réellement avoué. Il semble cependant, du moins au moment de cet enregistrement, que sa femme, qui est détenue dans un autre établissement, maintient sa version des faits. C'était le cas dimanche lorsque Jake était dehors avec les adjoints pendant que Rebecca Arrow accordait une interview à un journaliste du Southern California News Group depuis la prison.
Et nous avons parlé avec le journaliste Brian Rocos mardi. Et voici ce qu'il nous a dit qu'elle avait déclaré. Elle est restée fidèle à ses idées. Je lui ai donné toutes les occasions de dire « Eh bien, Jake était derrière tout ça » ou « Je suis une victime de violences domestiques ». Et je lui ai donné amplement l'occasion de changer sa version des faits. On ne sait pas exactement ce que Harrow a dit en prison, mais nous venons d'apprendre du procureur comment il pense que le petit Emmanuel est mort. Plus d'informations maintenant grâce aux caméras de News Nation. Le dossier dans cette affaire reflète notre conviction que le petit Emmanuel a été maltraité, victime de violences infantiles sur une longue période, et qu'à cause de ses mauvais traitements, il a finalement succombé à ses blessures. Une autre partie de la conférence portait sur une ancienne affaire de maltraitance d'enfants impliquant Jake Harrow quand il était marié à quelqu'un d'autre. Cela s'est produit en 2018. La fille de Harrow, alors âgée de 10 semaines seulement, un nourrisson, a dû être hospitalisée. Elle avait des os cassés et Harrow a été inculpé de cruauté envers les enfants. En 2023, il a été condamné dans cette affaire. Et le procureur dit que la fillette, qui a maintenant 7 ans, souffre de blessures à vie à cause de Jake Harrow. Elle est alitée, elle ne peut pas parler. Elle fait face à d'autres difficultés dans sa vie. Tout cela à cause de l'homme qui aurait ensuite assassiné son fils de 7 mois. Aussi horrible que ce crime de 2018 ait été, Harrow n'est pas allé en prison. Il a reçu une peine avec sursis. Ce n'était pas un accord de plaidoyer, mais un plaidoyer devant le tribunal selon le procureur. La décision de ne pas infliger une lourde peine de prison à Harrow a été prise par un juge. Selon le procureur, il était juge à Riverside mais originaire de San Bernardino. Le procureur du district de Riverside, en poste depuis 2014, a déclaré ceci à ce sujet. Donc, c'était une affaire que son bureau a poursuivie. Et le juge a décidé, comme il en a le droit dans ce cas, que M. Harrow méritait une faveur supplémentaire et lui a accordé une probation et, en gros, 180 jours de travail d'intérêt général, ce qui revient à du service communautaire. Je dirais que c'était une erreur de jugement scandaleuse, vraiment scandaleuse, de la part de ce juge. Les Harrow sont détenus dans des prisons séparées. Encore une fois, ils seront tous deux au tribunal le 4 septembre. John, ancien procureur fédéral, a fondé West Coast Trial Lawyers avec Nima Romani. Merci comme toujours d'être avec nous ici sur Law and Crime, une affaire très triste que nous suivons depuis le sud de la Californie. Le plus important, c'est qu'ils ont inculpé ce couple pour meurtre, mais il n'y a pas de corps. Il semble que les procureurs aient une assez bonne idée de ce qu'ils pensent être arrivé à Emmanuel Harrow dans cette affaire. Mais comment cela complique-t-il les choses si vous n'avez pas les restes ? Chris, nous couvrons souvent des affaires tristes à Law and Crime, mais celle-ci l'est encore plus, un nourrisson de 7 mois. Et vous savez, les affaires sans corps peuvent être difficiles à poursuivre, mais il est possible d'obtenir des condamnations pour meurtre sans cela, surtout dans un cas comme celui-ci où un nourrisson était sous la garde de ses parents. Il n'y a vraiment aucune autre explication logique. Évidemment, nous savons que la mère, Rebecca, a raconté une histoire complètement fausse à propos d'un enlèvement et d'un kidnapping. Évidemment, pour l'accusation, vous voulez vraiment montrer la manière et les moyens de la mort. Évidemment, les antécédents dont je sais que nous allons parler vont être vraiment cruciaux. L'État va vouloir présenter cela sous l'article 1101. C'est le Code pénal de Californie. Dans d'autres États, on parle de preuve 404B, c'est-à-dire d'actes répréhensibles antérieurs. Donc, je pense que le procureur pourra quand même y arriver. Et c'est une enquête préliminaire. Je sais qu'il y a beaucoup de membres des forces de l'ordre qui cherchent Emmanuel. Vous avez des chiens renifleurs de cadavres. Donc, d'ici le procès, je ne serais pas surpris qu'on retrouve son corps. Vous avez bien sûr le moment viral qui a vraiment tout déclenché, c'était Rebecca Harrow et Jake qui étaient dans cette histoire. On l'a vu sur KTLA et KBC avec un œil au beurre noir qui ne correspondait pas à la chronologie. Mais je veux dire, selon les procureurs, c'était tout simplement un mensonge. Et ils en ont appris beaucoup plus depuis. Comment ce mensonge peut-il affecter le déroulement de l'affaire maintenant qu'ils sont accusés de meurtre? Chris, c'est incroyable. Je suis à Los Angeles en ce moment. Et ça a été un gros sujet ces derniers jours. Ça ne va faire que prendre de l'ampleur. Quand les parents passent à la télévision locale et supplient pour le retour de leur enfant, alors que les preuves vidéo sur téléphone et autres traces numériques ne soutiennent rien de tout cela. Les jurés vont détester cela. En tant que parent, vous devez protéger votre enfant
Quand l'enfant disparaît et que vous mentez sur la façon dont cela s'est produit, cela place vraiment la défense dans une position très difficile. Et je me demande pour la défense, parce que cette affaire est tellement médiatisée, vous allez pouvoir, je suppose, en tant que procureur, diffuser la vidéo où ils mentent ouvertement, si tout cela est vrai, comme les procureurs l'ont allégué. Comment obtenir un jury si vous êtes avocat de la défense qui vous serait réellement favorable dans cette affaire? Ça va être très difficile. Je pense que le crime le plus odieux, c'est un parent qui tue son propre enfant. Je ne peux rien imaginer de pire. Tu as raison. Je pense que les jurés vont aussi détester ça. Je n'ai pas travaillé en défense pénale, mais si je devais défendre cette affaire, la seule option serait de rejeter la faute sur le co-accusé. C'est la seule possibilité dans ce type d'affaire. Ils voudront sûrement un procès séparé, tandis que l'accusation tentera de les juger ensemble. Mais, bon, tu sais, bon, si tu défends Rebecca, par exemple, tu vas dire qu'elle aussi a été maltraitée et tu sais que Jake était violent. C'est pour cela qu'elle s'est retrouvée à devoir mentir. Elle aussi est une victime. Moi, je ne dis pas que je crois à tout ça, mais c'est vraiment la seule défense possible dans ce cas. Dire qu'aucun d'eux ne l'a fait, ça défie toute logique et toute crédibilité. Et il n'y a aucune chance qu'un jury croie ça. Aujourd'hui aussi, le procureur a parlé d'une ancienne affaire impliquant Jake Harrow. C'était en 2018. Les détails sont horribles pour elle, sa fille de 10 semaines avec son ex-femme. Cette fillette, à peine 10 semaines, est emmenée à l'hôpital avec des os cassés. Selon le procureur, elle est encore alitée aujourd'hui à cause de Jake Harrow, et il a réussi à obtenir un accord qui lui a évité la prison. Le procureur dit qu'il voulait une peine de prison dans cette affaire, mais il y avait un juge en visite du comté de San Bernardino. Il a dit, il n'a pas précisé le nom du juge, qui a accordé une faveur à Jake Harrow, parce que dans ce plaidoyer, tout dépend de la décision du juge, et il a décidé qu'il n'y aurait pas de peine de prison pour Jake Harrow. Je pense qu'il a eu une liberté conditionnelle pour travailler. Quel est le processus typique lorsqu'une affaire, si vous êtes procureur et que vous montez un dossier contre quelqu'un, se retrouve soudainement entre les mains d'un juge qui décide si cette personne doit aller en prison ou non? Chris, ça arrive. Voilà comment. Donc, normalement, lorsqu'il y a un plaidoyer, il y a un accord de plaidoyer où soit les parties s'entendent sur une peine, mais soit parfois les parties le conviennent que le prévenu va plaider coupable et ils vont débattre de la peine. Mais lorsqu'il n'y a pas d'accord, ce que le prévenu peut faire, c'est plaider à découvert. Cela signifie plaider coupable à la plainte. Ils doivent plaider coupable à toutes les accusations contenues dans la plainte. Et le juge prononcera la sentence du prévenu de sa propre initiative, sans aucun accord avec le ministère public. Encore une fois, c'est moins courant. Maintenant, si vous parlez de crimes qui n'ont pas de peine minimale obligatoire de prison et que le juge pourrait théoriquement condamner le prévenu à une mise à l'épreuve ou au temps déjà purgé. Apparemment, d'après les rapports, c'est ce qui s'est passé ici. Vous avez un crime, une affaire de maltraitance d'enfants, où un juge, du moins selon les rapports, a condamné Jake Harrow à aucune peine de prison, malgré l'objection du procureur. Et peut-être, juste peut-être, que s'il avait purgé une peine, Emmanuel serait encore en vie aujourd'hui. Le procureur a déclaré aujourd'hui que cela aurait pu être évité, ce qui, pour ce juge, je suis certain, quelle que soit son identité, il tentait de prendre la bonne décision à ce moment-là. Mais des années plus tard, vous savez, cette histoire fait maintenant la une des journaux et comporte des détails vraiment horribles. Avez-vous vu, et je sais que pour certains juges, la prison c'est peut-être discutable de savoir si l'incarcération était la bonne solution pour certaines personnes. Mais dans une affaire concernant une fillette de 10 semaines, aujourd'hui âgée de 7 ans qui aura des problèmes à vie et ne peut pas marcher, elle est alitée. Je me demande combien de juges, là dehors, ne donneraient pas de peine de prison à quelqu'un qui est responsable de ça. C'est choquant, mais certains juges sont indulgents. Il y a des juges qui, que ce soit à cause de leur expérience en défense ou d'un certain parcours civil, voient ces affaires différemment. Moi, en tant qu'ancien procureur, et encore une fois, n'ayant jamais travaillé dans la défense pénale, je trouve vraiment inconcevable et impensable qu'on puisse condamner un parent dans une affaire de maltraitance d'enfants, un crime avec des blessures cérébrales ou des fractures, à aucune peine de prison. Encore une fois, sauf s'il y a un problème dans l'affaire dont je ne suis pas au courant, un problème de causalité médicale ou si ce n'est pas clair sur ce qui s'est passé. Si vous pensez que le parent est coupable, sans doute raisonnable, et accepter sa culpabilité, il mérite une peine de prison. Et
Nous avons une situation où apparemment Jake Arrow aurait continué à abuser d'autres enfants. Il y avait un autre enfant, je crois, qui a été retiré du foyer quelques années plus tard. Et bien sûr, maintenant, Emmanuel a disparu, présumé mort. Souvent, là, quand on parle d'abuseurs, il peut s'agir d'abuseurs d'enfants, d'abus sexuels ou d'autres formes d'abus. Souvent, ils n'abusent pas d'une seule victime et c'est bien là le problème. Donc, quand vous avez quelqu'un qui abuse de son propre enfant, cela ne va pas s'arrêter à moins que notre système judiciaire ne fasse quelque chose à ce sujet. Il a vraiment laissé tomber les enfants dans cette affaire. Oui, c'est bien le message que le procureur a transmis aujourd'hui. J'ai vu dans la plainte pénale qu'il existe une loi en Californie qui permet d'utiliser des preuves, de présenter des éléments liés à des affaires antérieures de violences domestiques où, évidemment, Jake Harrow a cela à son casier, avec l'accusation de cruauté envers un enfant découlant de cet incident en 2018. Quel est le processus pour faire inclure cette preuve? Dans certains cas, un avocat de la défense peut dire « c'était un incident isolé, il a déjà été condamné ». C'était dans son passé. Cela n'a rien à voir avec cette affaire. Je ne dis pas que je croirais cela, mais quel est le processus en Californie pour que ces incidents antérieurs soient autorisés à être inclus dans un procès contre quelqu'un? Chris, encore une fois, cela dépend du juge, gardien des preuves. Donc, évidemment, vous voulez montrer un schéma de violence et de mauvais traitement physique, et dans la mesure où c'est le mode opératoire de quelqu'un. La façon dont il agit avec son petit ami, sa petite amie, son conjoint, son partenaire ou son enfant, ce genre de preuve est généralement admis. Et je pense que cela devrait être admis. Encore une fois, certains juges ne l'autorisent pas, mais la loi le prévoit. En cas de violence domestique, avec des antécédents et un plaidoyer de culpabilité comme ici, il s'agit d'un criminel condamné, n'est-ce pas? On lui a retiré un enfant. Sa fille a subi des blessures à vie. Quelle meilleure preuve du genre de personne que Jake Arrow et que cet enfant vivant qui pourra, espérons-le, venir au tribunal et raconter son histoire. Il y a ce rapport qui vient de tomber il y a seulement quelques minutes, juste avant que nous commencions à enregistrer cette interview. Cela vient de News Nation, mais la fondation Uvalde pour les enfants nous a également contactés et nous a dit que Jake Harrow, selon ce rapport, a fait une sorte d'aveu alors qu'il était en prison à un informateur Perkins, c'est-à-dire un membre des forces de l'ordre se faisant passer pour un détenu également dans la prison. Et Jake Harrow aurait apparemment dit quelque chose comme quoi il était responsable de la mort d'Emmanuel Harrow. Dans quelle mesure ces types de techniques sont-elles efficaces, non seulement pour obtenir des aveux, mais aussi lorsqu'on les présente à un jury, et pour savoir si un jury croit que la personne disait la vérité lorsqu'elle était en prison et qu'elle a dit cela à un informateur? C'est très efficace. Rien ne vaut les mots de l'accusé avouant un crime. Un informateur Perkins tire son nom d'une célèbre affaire de la Cour suprême où la police place quelqu'un en prison pour inciter l'accusé à parler. Et dans cette affaire en particulier, nous avons tous vu les photos, ce n'est pas des chiens cadavériques avec Jake Harrow là, en combinaison rouge. Parfois, les forces de l'ordre font cela pour voir si l'accusé va commencer à parler. Maintenant, vous savez, vous avez évidemment les droits du 5e et du 6e amendement qui entrent en jeu. Si c'est après que quelqu'un a été inculpé et qu'on lui a assigné un avocat, vous n'êtes normalement pas censé obtenir de déclaration incriminante de sa part parce qu'il est représenté. Bien sûr, le 5e amendement s'applique lors d'un interrogatoire en garde à vue. Souvent, ces peines de prison et environnements carcéraux ne sont pas des interrogatoires en garde à vue, car les forces de l'ordre ne les interrogent pas. Donc, le 5e amendement ne s'applique souvent pas dans ces circonstances, mais le 6e amendement, oui. Donc, un juge va devoir se prononcer sur cet aveu aussi, parce que, croyez-moi, à moins qu'il y ait une sorte de plaidoyer, l'avocat de Jake Harrow va essayer de le faire exclure. Et Jake Harrow, nous l'avons vu dimanche. Vous savez, il était dehors avec ses chiens cadavériques dans cette zone. Ils n'ont pas trouvé les restes d'Emmanuel là-bas. Il semblait qu'il y avait une certaine coopération. Et lorsque le shérif a été interrogé à ce sujet aujourd'hui, il a dit qu'il y avait un certain niveau de coopération avec Jake Harrow. En parallèle, Rebecca Harrow a accordé une interview dimanche, réaffirmant qu'Emmanuel avait été enlevé et qu'elle avait été agressée sur ce parking. Ils ne séjournent pas dans le même établissement et ils n'ont pas beaucoup de communication entre eux. Comment, surtout dans sa situation, si elle s'en tient à la version qu'il donnait à Gary à l'origine et qu'il semble coopérer, qu'est-ce que cela signifie pour son dossier?
Ce n'est pas bon signe parce qu'elle est quelqu'un qui s'entête dans son mensonge. Il n'y a aucune preuve de cet enlèvement, n'est-ce pas? Je veux dire, les forces de l'ordre l'ont rapidement démenti. Encore une fois, à notre époque avec la technologie, pour la vidéosurveillance, c'est quelque chose que les policiers, les détectives peuvent vérifier assez rapidement. Parfois, les criminels coulent avec le navire. Ils maintiennent ce mensonge tout au long du procès. Des jurys ici sur Long Crime ont déjà rendu rapidement des verdicts de culpabilité. Les jurés ne sont pas stupides. Ils détectent quand on ment. Et quand il n'y a aucune preuve de cet enlèvement et qu'il y a des preuves accablantes qu'Emmanuel est mort plusieurs jours avant même qu'il ne soit signalé disparu, eh bien, vous savez, elle ferait mieux de changer son histoire. Le problème, c'est qu'après avoir fait cette vidéo et ces déclarations à la police, ça ne fonctionne plus, n'est-ce pas? Les jurés n'apprécieront pas ces mensonges. Et ça va être très difficile pour la défense quand on a une cliente comme Rebecca Haro qui persiste dans ses mensonges. Ainsi, il vaut souvent mieux pour les accusés de se taire que de mentir ainsi. Exactement. Et cela remonte à la façon dont cette histoire a commencé, avec les mensonges qu'elle aurait racontés aux caméras de télévision, et tout est de parti de là. Si vous êtes avocat de la défense, si vous défendez l'un d'eux, Jake ou Rebecca Haro, je veux dire, en sachant cela. Et encore une fois, il se peut qu'il coopère avec eux d'une certaine manière. Elle ne coopère pas pour l'instant. Visez-vous un verdict de non-culpabilité ? En tant qu'avocat de la défense, vous savez que vous ne gagnerez probablement pas cette affaire, beaucoup le diraient. Alors, qu'est-ce que vous visez vraiment? Quel serait un bon résultat pour un avocat de la défense lorsqu'il prend en charge cette affaire? Oui, c'est une excellente question, Chris. Voilà ce que je ferais si je représentais Jake et si je représentais Rebecca. Pour Jake, il s'agit surtout de limiter les conséquences. Deux approches principales existent. Il y a des personnes qui pensent que les meurtriers ne devraient bénéficier d'aucune considération, qu'ils plaident coupables, qu'ils coopèrent ou qu'ils identifient le corps. Il y a d'autres procureurs et observateurs qui pensent que si Jake Haro coopère, s'il identifie l'endroit où Emmanuel Haro a été enterré ou abandonné, peut-être devrait-il avoir droit à une libération conditionnelle. Évidemment, si vous êtes la défense ici, si vous obtenez une peine de 25 ans à perpétuité, c'est vraiment un coup de maître pour quelqu'un comme Jake Haro, compte tenu de son passé et du fait qu'il s'agit d'une affaire de meurtre, n'est-ce pas? Impossible de faire mieux. Même en gardant la possibilité d'une libération conditionnelle, c'est une victoire. Si votre client ne meurt pas en prison, encore une fois, je ne dis pas que je défendrai quelqu'un comme Jake Haro, mais peu importe qui le défend, vous savez, si vous obtenez ça, je pense que c'est une victoire. Je pense que pour Rebecca, évidemment, c'est une femme. Elle pourrait réussir à faire porter le chapeau à quelqu'un, à utiliser une défense selon laquelle elle aussi était une victime. On a vu sa photo judiciaire. Je ne sais pas si elle a été maltraitée. On ignore, mais je doute que tu puisses t'en sortir ou être déclaré innocent dans une telle affaire. Si tu y arrives, c'est la meilleure défense que je puisse me rappeler. Tu voudrais préparer un dossier d'atténuation, dire que c'est Jake qui a fait ça. Jake l'a battu. Il était violent aussi. Cela prendra du temps, mais peut-être pour crime, maltraitance ou négligence envers un enfant et non pour meurtre. Je pense que c'est l'objectif si tu défends Rebecca. Ouais. Et à ce stade, ils ont des avocats commis d'office et on verra comment ce procès va se dérouler. Mais la recherche des restes d'Emmanuel, au moment où on enregistre, continue toujours. Nemo Romani, ravi de t'accueillir sur Law & Crime. Merci d'être là. Merci Chris de m'inviter comme toujours. C'est tout pour cette affaire présentée par Law & Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à Spotify. Je suis Chris Stewart, on se retrouve la prochaine fois.